Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, nous explorons le microbiote, un monde invisible constitué de milliards de bactéries qui vivent en symbiose avec nous. Pour la plupart bénéfiques, elles influencent notre santé, nos humeurs et même notre comportement. Sans le microbiote, nous ne pourrions pas vivre. Microbiote. Retenez bien ce mot, parce qu'il fera partie bientôt de toutes les conversations. Il annonce une révolution en médecine, tout aussi importante que celle qui avait mené à la découverte du génome humain. Découverte vous convie à un voyage dans le microbiote. Le microbiote, c'est ce petit monde de micro-organismes invisibles à l'œil nu qui vivent partout sur nous et à l'intérieur de nous. C'est un grand organe qui était négligé. Le microbiote est constitué de milliers d'espèces de bactéries différentes dont la composition change selon son emplacement. La bouche, la peau, le vagin ou encore le tube digestif. Pour moi, c'est aussi complexe que le cerveau. Le microbiote est une partie intégrale, non seulement de ce que nous sommes, mais aussi de qui nous sommes. Ces bactéries interagissent entre elles, mais aussi avec nous. Il affecte notre santé, nos humeurs et même nos comportements. Pour la plupart, les bactéries qui le composent sont essentielles à notre bien-être. Le microbiote a permis de remettre ses lettres de noblesse à l'intestin. Les micro-organismes du microbiote surpassent en nombre les cellules du corps humain, dans un ratio de 10 pour 1. Au total, 100 000 milliards de bactéries. Sans cet organe, on ne pourrait pas vivre. Cette alliance entre humains et bactéries remonte à des centaines de milliers d'années. Tout commence dès la sortie du ventre de la mère. Nous pensons que la naissance est un moment extrêmement important. Au moment de la rupture des membranes, le bébé est exposé à une étonnante diversité de bactéries vaginales. L'acquisition de ce microbiote se fait naturellement. La nature a évolué de manière à garantir aux mammifères qu'ils viennent au monde inoculés, déjà recouverts de bactéries tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au moment de la naissance, ces bactéries enduisent tout le corps du nouveau-né et colonisent très vite le tube digestif, particulièrement l'intestin, où elles jouent un rôle primordial. Elles le préparent à recevoir le lait de sa mère de façon étonnante. Une portion importante du lait n'est pas directement produite pour le bébé, mais pour les bactéries. Il s'agit des oligosaccharides. Ils stimulent la croissance des bactéries, en particulier des bifidobactéries. La nature veut que ce soit ces bactéries qui dominent dans l'intestin du nouveau-né. Voilà pourquoi acquérir la bonne communauté de bactéries et allaiter naturellement est si important pour le développement du bébé. Grâce à ces bactéries, les oligosaccharides contenus dans le lait maternel, des sucres difficiles à briser par le système digestif du nouveau-né, seront transformés en nutriments aisément assimilables. Ainsi, le nouveau-né tire profit de la présence de ces bactéries. En revanche, celles-ci trouvent gîte et nourriture à l'intérieur de l'intestin de l'enfant, où elles amorcent l'éducation de son système immunitaire. C'est une relation bénéfique aux deux parties. Le système immunitaire des nouveau-nés est naïf et tolérant. Il acceptera comme ami ce qu'il verra en premier.
Puis le bébé commence à développer son système immunitaire qui va traiter comme des ennemis les bactéries qu'il ne peut pas reconnaître, bonnes ou mauvaises. On pense donc qu'une mauvaise communauté de bactéries amorce le système immunitaire de travers. C'est en étudiant les effets de la naissance par césarienne sur les bébés que Maria Gloria Dominguez Bello a compris à quel point le bon microbiote est essentiel au développement d'un système immunitaire efficace. Un bon nombre d'études épidémiologiques montrent que les naissances par césarienne augmentent les risques de maladies modernes qu'on voit ici, mais pas dans le tiers-monde ou dans les sociétés traditionnelles. Des maladies comme la maladie cœliaque, l'asthme, les allergies, les désordres métaboliques comme le diabète de type 2 et l'obésité. Selon Mme Dominguez Bello, la césarienne prive le nouveau-né des bactéries vaginales de la mère si bénéfiques à sa santé. Les bébés nés par césarienne acquièrent les bactéries présentes dans l'air de la salle d'opération, surtout les bactéries provenant de la peau. Ces bactéries se déposent sur le dessus des lampes, sur les murs. Elles sont relâchées dans l'environnement de façon permanente par les gens qui sont dans la salle d'opération. Et la mère en est probablement la source la moins importante. Or, de plus en plus d'enfants aujourd'hui naissent par césarienne. Au Canada, c'est le cas pour 28% des enfants. Aux États-Unis, c'est 33%. Au Brésil, on atteint presque 50%. Cette tendance est la même partout à travers le monde. Résultat, de plus en plus de nouveau-nés viennent au monde sans la bonne communauté de bactéries. C'est une situation qui peut être lourde de conséquences. Au point où Mme Dominguez Bello tente une expérience peu ordinaire pour restaurer le microbiote appauvri lors des naissances par césarienne. Ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une gaz stérile dans le vagin de la mère, à peu près 1 heure avant la césarienne. Le chirurgien prélève la gaz juste avant l'opération. On la garde dans un contenant stérile. Et la première chose qu'on fait après la naissance, on frotte le bébé avec cette gaz, puis on coupe le cordon ombilical. Selon les premiers résultats, les bébés acquièrent beaucoup de bactéries vaginales, mais pas toutes. En plus de la naissance par césarienne, le microbiote fragile d'un jeune enfant peut subir un autre type d'assaut tout aussi traumatique, la surutilisation des antibiotiques. En Amérique du Nord, il n'est pas rare qu'un bébé prenne des antibiotiques 10 ou 12 fois lors de la première année de sa vie, au moment même où son microbiote est le plus vulnérable. Parfois, les antibiotiques sont nécessaires. Parfois, ils sauvent des vies. Mais c'est une minorité de cas. La plupart du temps, on abuse des antibiotiques. Chaque fois qu'on prend un antibiotique, on perturbe le microbiote. On le remue, on le change. Peut-être qu'il revient comme il était avant. Peut-être pas. Ma préoccupation, c'est que, comme le développement des bébés est altéré, leur développement immunitaire et métabolique peut être modifié de manière permanente. Un antibiotique est une véritable bombe chimique qui tue souvent sans discrimination. Il change l'équilibre naturel qui existe entre les espèces de bactéries qui habitent l'intestin, souvent au bénéfice des bactéries pathogènes responsables des maladies du tube digestif, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn. Comme le microbiote d'un enfant parvient à maturité vers l'âge de 3 ans, il apparaît de plus en plus essentiel qu'il ne soit pas miné par l'usage inutile des antibiotiques
et par des naissances par césarienne faites pour cause d'esthétique. Car ce microbiote sera sa signature bactérienne personnelle pour le reste de sa vie. Après la pause, microbiote et autisme. Cet homme est à la base d'une toute nouvelle compréhension du monde microscopique qui nous habite, grâce à la technologie mise au point pour séquencer le génome humain. Quand vous pensez que dans notre intestin, il y a 10 fois plus de microbes que dans le reste de notre corps, 10 fois plus, que cette masse de micro-organismes peut représenter 2 kilos, c'est plus que le cerveau. C'est un grand organe qui était négligé. Mais pourquoi était-il négligé? On savait bien qu'il y a ces microbes. Il était négligé parce que les médecins, les toubibs, manquaient des outils pour les palper, pour les scanner, pour savoir quel était son état. C'est dans l'intestin qu'on retrouve la plus grande concentration de bactéries dans notre corps, soit 90%. Ces bactéries rendent chaque jour d'inestimables services à leur hôte. Cette communauté intestinale nous aide à extraire l'énergie de notre aliment. Nous ne savons pas digérer certaines fibres, et bien voilà, ces petits compagnons savent les dégrader, les convertir dans les molécules que notre corps peut utiliser. Ces petits compagnons peuvent nous fournir des molécules dont notre corps a besoin, telles que vitamines, les acides aminés, les acides gras à chaîne courte, qui nourrissent notre intestin. Tout ça, ce sont les microbes qui le font. Aussi, ces microbes représentent une barrière contre l'infection, l'invasion par les pathogènes qui sont dangereux pour notre corps. Pour accomplir toutes ces tâches, un microbiote compte en moyenne entre 1000 et 1200 espèces de bactéries. Grâce à l'analyse de l'ADN de ces bactéries, le groupe de Dushko-Ehrlich a constaté qu'il y avait prévalence de certaines espèces dans le microbiote des gens, un peu comme avec les différents groupes sanguins. On a caractérisé les différentes populations européennes, américaines, japonaises. On s'était rendu compte que les gens se ressemblaient, qu'on pouvait regrouper les gens en 3 types. On les appelait entérotypes. Chaque entérotype est l'illustration de la manière de vivre et de l'alimentation de la personne. Présence élevée de bactéroïdes, alimentation riche en protéines et en graisses animales. Présence élevée de Prevotella, alimentation riche en fibres et en fruits et légumes. Présence élevée de Ruminococcus, alimentation diversifiée. Mais peu importe l'entérotype, c'est la diversité de l'ADN des bactéries qui compte. Dès que cette diversité chute de 30 ou 40%, les maladies apparaissent. Les gens pauvres en microbiote courent un risque plus élevé, en effet, de développer toutes ces maladies chroniques, diabète de type 2, problèmes hépatiques, problèmes cardiovasculaires, certains cancers. Et ces individus ont tendance à appartenir à cet entérotype bactéroïdes. Pour étudier la diversité du microbiote, voici le robot intestin, le RoboGot. Nous avons construit RoboGot pour reproduire les conditions à l'intérieur du côlon. On peut voir ça un peu comme un système de survie pour les bactéries du côlon. RoboGot imite cet environnement. Ces bactéries n'aiment pas croître dans des boîtes de pétri. Elles aiment grandir avec leurs amis. C'est un besoin. En réalité, c'est comme ça qu'elles croissent dans la nature. Emma Allen Vercoe pense non seulement en termes de communauté, mais aussi en termes d'écosystème.
En fait, le microbiote n'a rien à envier à la complexité du monde visible. Dans notre champ de recherche, on voit notre corps comme une planète sur laquelle les bactéries résident. Chaque partie de notre corps où il existe un microbiote, comme la peau, la bouche, les parties génitales ou l'intestin, c'est comme si c'était un continent différent. Les bactéries qui y vivent seront aussi très différentes. Il y a autant de différences entre deux espèces de bactéries qu'il y en a entre deux espèces de mammifères. Et les bactéries ne sont pas des créatures simples. Ce sont des machines incroyablement sophistiquées. Elles parlent divers langages, certaines sont polyglottes et peuvent converser avec de nombreuses bactéries différentes. Les bactéries ne parlent pas avec des mots comme nous, elles parlent un langage chimique, habituellement fait de petites molécules. Ce dialogue à base de molécules chimiques se fait en continu, d'abord entre les bactéries, mais aussi entre les bactéries et les cellules de la paroi intestinale. Ce dialogue tourne parfois au vinaigre, ce qui pourrait expliquer certaines maladies dont on ne connaissait pas les causes jusqu'à maintenant. On voit des maladies dont on peut penser qu'elles n'ont rien à faire avec l'intestin, mais en fait, on se rend compte que le microbiote intestinal y joue un rôle qui pourrait même inclure des maladies comme l'autisme. Ouais, on pète fort dessus, on y va. Depuis 30 ans, les cas d'autisme sont passés de 1 sur 125 à 1 sur 68 en Amérique du Nord. Voici mon fils aîné, Mohamed. Il est autiste, il a 12 ans. Obchi et Ali, les deux amis de Mohamed, sont aussi atteints du trouble du spectre de l'autisme, le TSA. La communauté somalienne de la région de Toronto intrigue les chercheurs, car les cas de TSA sont en hausse, particulièrement l'autisme régressif, une forme d'autisme qui apparaît vers 18 mois ou 2 ans après un développement normal. C'est ce qui est arrivé à Mohamed et ses copains. L'autisme est une condition très mal comprise et une condition tragique. Ces enfants ont de vrais problèmes d'interaction sociale, de vrais problèmes de langage. Et ils montrent souvent des comportements répétitifs. Bizarrement, ils sont nombreux à présenter d'étranges symptômes avec leur système digestif. C'est à cause de ces désordres digestifs que Derek McFabe pense que pour comprendre l'autisme régressif, il faut ajouter aux facteurs génétiques et environnementaux la piste bactérienne. Certains enfants ont des populations anormales de bactéries. Parfois, certaines bactéries sont trop abondantes. Parfois, elles sont absentes. On a aussi trouvé un lien entre l'inflammation de l'intestin et ces bactéries. L'équilibre entre les espèces de bactéries est perturbé. Pour connaître l'importance du changement, les chercheurs ont analysé les selles de ces enfants autistes. Résultat, une augmentation du groupe des Clostridium, qui affiche un fort penchant pour les graisses et les sucres. Il est important de dire que bon nombre de ces enfants ont de curieuses habitudes alimentaires. Ils aiment les sucrés, les glucides, la pâte à pizza. Ils en mangent presque à l'exclusion de toute autre chose. Les bactéries se nourrissent aussi de ce qu'on mange. Et comme nous, elles produisent des déchets baptisés métabolites. Les métabolites les plus communs sont de simples molécules qu'on appelle acides gras à chaîne courte. L'un de ces acides gras à chaîne courte se nomme acide propionique. L'acide propionique est produit par la fermentation de la nourriture riche et grasse par les bactéries. C'est aussi un agent de conservation que l'industrie ajoute comme anti-moisissure dans de nombreux aliments transformés, les pains et les gâteaux en particulier. Nom de code E280. Derek McFabe a décidé de tester l'acide propionique sur de jeunes rats pour voir quel serait l'impact sur leur comportement. On a été sidérés. Quand on a donné aux rats une petite quantité de ce qui semble être une banale molécule produite par une bactérie intestinale, leur système nerveux a été comme pris en otage.
Les rats sont devenus immédiatement hyperactifs. Ils répétaient les mêmes gestes encore et encore. Cette constellation de comportements répétitifs, rigides et antisociaux ressemble beaucoup à ce que l'on voit chez les patients autistes. Il semble que l'acide propionique agit sur le système nerveux central via la circulation sanguine. Il pourrait même activer ou désactiver certains gènes présents dans les cas de troubles du spectre de l'autisme. On pense qu'avoir trop d'acide propionique ou en avoir trop tôt pendant le développement de l'enfant pourrait être l'un des coupables de l'autisme régressif. Hadar, la mère de Obshi et Ali, a éliminé la nourriture transformée à l'occidentale pour revenir à une alimentation plus traditionnelle, faible en gras et en glucides et beaucoup plus riche en fibres, avec des résultats impressionnants. Mon fils Ali, avant que je change sa diète, il courait, il mordait, il pleurait tout le temps. Depuis, il n'a jamais été aussi calme. Si l'hypothèse de Derek McFabe ne fait pas l'unanimité, elle a le mérite de mettre de l'avant l'importance du microbiote chez une maladie qu'on associe d'abord au cerveau. Mais comment expliquer cette connexion? Les chercheurs se rendent maintenant à l'évidence. Il y a dans le ventre un deuxième cerveau qui sert d'intermédiaire entre le cerveau d'en haut et le microbiote. Après la pause, notre deuxième cerveau. Est-ce que je peux vous demander, vous savez, les gestes classiques, vous allez fermer 3 doigts et puis faire la pince, si vous pouvez, je vais vous les fermer. Marie-Claire Maury a la maladie de Parkinson. Si les manifestations ne sont pas encore très évidentes, elle sent bien que tout ne tourne pas rond chez elle. Il vous faut travailler un peu la posture et l'équilibre, vous disiez aussi sur de la marche, sur le sol, avec des plots. Je tire en arrière. Oui, c'est parfait. Ouais, vous êtes super. Quand les gens viennent à la consultation avec un petit tremblement ou une toute petite difficulté à faire les gestes précis ou une écriture plus petite, on fait le diagnostic de maladie de Parkinson. On arrive à le faire avec une relativement bonne fiabilité quand même. Ensuite, le problème de tout ça, c'est que lorsque ces signes apparaissent, on pense qu'il y a déjà une perte des neurones dans le système nerveux central et dans la zone qui contient la dopamine, qui est déjà assez importante, à 40, 60, 70% avant que les premiers petits signes apparaissent. Et on imagine que la maladie est présente depuis des années. Pendant longtemps, on a cru que la maladie de Parkinson n'était l'affaire que du cerveau, jusqu'à ce que des chercheurs analysent les biopsies du tube digestif effectuées sur des patients parkinsoniens. Ils ont découvert par hasard qu'il y avait les mêmes petites lésions que dans le cerveau. Donc ça, c'était les années 80. Et ces mêmes lésions, c'est ce qu'on appelle les corps de Lévy. Donc en fait, ce sont des petites inclusions, des petites boules qui sont présentes dans les neurones. Mais comment être certain que les petites inclusions observées dans l'intestin ne sont pas qu'une exception? Madame Maury fait partie d'une recherche à long terme justement pour le vérifier. Si c'est le cas, les médecins pourraient se servir de ces lésions comme biomarqueurs. Donc l'idée avec les marqueurs pour un diagnostic précoce, ce serait de changer l'échelle du temps et de dire on peut diagnostiquer beaucoup plus tôt et à ce moment-là ressortir des produits qui étaient un peu oubliés, un peu mis au placard et qui pourraient être réévalués vraiment sur leur côté modificateur d'évolution et pas juste sur le côté traitement des symptômes. Mais l'existence de ces lésions pose une question encore plus importante. Se pourrait-il que la maladie de Parkinson s'installe dans le ventre d'abord, avant de migrer vers le cerveau? L'intestin pourrait être une sorte de fenêtre ouverte sur le cerveau. Le ventre peut être considéré comme un deuxième cerveau, car il contient un grand nombre de neurones. Par exemple, il contient autant de neurones que le cerveau d'un petit animal de compagnie. Au total, entre 200 et 500 millions de neurones tapissent le tube digestif, et en particulier l'intestin. Et pour cause. Le tube digestif, qui est la plus grande surface d'échange avec notre environnement, c'est-à-dire lorsqu'on déplie notre tube digestif, on a environ une surface d'un terrain de tennis.
En fait, le second cerveau, c'est dans la pratique le système nerveux entérique qui suit l'œsophage jusqu'à l'anus sur une longueur moyenne de 9 mètres. Le système nerveux entérique entretient avec le système immunitaire une relation étroite, car il est responsable de réguler l'appareil digestif de façon indépendante. C'est un travail à plein temps. Il contrôle la paroi intestinale, appelée barrière épithéliale, de manière à permettre le passage des nutriments sans laisser entrer des toxines ou des pathogènes. Ce système nerveux entérique mérite d'autant plus son nom de deuxième cerveau parce qu'il contient les mêmes types de neuromédiateurs qui sont contenus dans notre système nerveux central. C'est-à-dire qu'on retrouve plus d'une quinzaine de neuromédiateurs distincts, dont l'acétylcholine, la sérotonine, le VIP, le GABA. Donc je pourrais vous faire toute une liste très exhaustive. La sérotonine, par exemple. Aussi appelée l'hormone du bonheur, cette molécule chimique, la plus importante dans la régulation des humeurs et des émotions, est produite à hauteur de 95% par les neurones logés dans l'intestin. Les neuromédiateurs, comme la sérotonine, sont de puissants messagers qui transportent d'énormes quantités d'informations. Ils prennent différents chemins pour parvenir jusqu'au cerveau. Certains neuromédiateurs empruntent le nerf vague, une véritable autoroute qui relie les deux cerveaux. D'autres circulent avec le sang ou encore utilisent le système immunitaire. L'intestin, en réalité, est capable d'envoyer une multitude de signaux vers notre cerveau et influencer différentes fonctions du système nerveux central, que ce soit l'anxiété, la dépression. Par exemple, quand l'activité des neurones produisant la sérotonine baisse, l'anxiété et la dépression augmentent. Dès lors, la grande question, c'est de savoir ce qui fait varier les niveaux de sérotonine. Les chercheurs ont trouvé la réponse dans le microbiote de petites souris bien particulières, des souris stériles, qu'on appelle aussi souris axéniques. Vous devez absolument avoir des installations stériles pour étudier le comportement de ces bactéries. Nous avons construit un laboratoire hermétiquement scellé, où il n'y a aucune bactérie et où on peut élever des souris qui n'ont jamais vu de bactéries. Nous pouvons alors coloniser ces souris avec des bactéries et en étudier l'impact sur leur corps. Les souris de laboratoire sont très différentes les unes des autres selon leur lignée génétique. Certaines sont calmes, d'autres agressives. On a pris une souris stérile agressive. On l'a colonisée avec des bactéries provenant d'une souris calme et on a été capable de modifier le comportement de la souris agressive. Elle est devenue moins agressive. Puis on a fait le contraire. On a pris le microbiote de la souris agressive et on a colonisé la souris calme qui est alors devenue agressive. Quelle meilleure preuve que le microbiote peut influencer le comportement et la chimie du cerveau. Stephen Collins a poussé la recherche encore plus loin. Comme spécialiste des maladies inflammatoires chroniques intestinales, il a constaté que certains de ses patients manifestaient aussi une grande anxiété, sinon une dépression chronique. Quand nous avons transféré le microbiote de patients affichant un niveau d'anxiété élevé à une souris stérile, nous avons été capables d'induire un comportement anxieux. Donc, la souris qui a reçu le microbiote de nos patients anxieux, souffrant du syndrome du côlon irritable, ont aussi développé un comportement anxieux. Mais si ces patients ne montraient aucun signe d'anxiété, nous n'avons vu aucun changement dans le comportement de la souris. Ces résultats ont fait le tour de la planète. Le microbiote est un acteur essentiel dans la santé et son interaction avec le cerveau est un élément dont on commence maintenant à mesurer toute l'ampleur. La connexion entre l'intestin
Et le cerveau est bien établi maintenant. C'est une voie de communication à 2 directions, qui implique les nerfs, les signaux immunologiques, les métabolites et presque certainement le microbiote et les hormones. Ça va dans les 2 sens. Il n'y a plus de doute maintenant. Le microbiote a son mot à dire. Non seulement dans les maladies du ventre, mais aussi dans les maladies de la tête. Après la pause, agir sur le microbiote. Quand j'ai eu la dernière grosse chirurgie, j'ai été hospitalisée pendant 2 semaines et j'ai attrapé le C difficile. Alors, c'est une fichue de bactéries qui vous donne des diarrhées très, très importantes, qui vous donne des douleurs. Moi, j'ai pensé que je ne mourrais pas du cancer, mais que j'allais mourir du C difficile tellement les symptômes étaient importants. Micheline Proulx était en voie de vaincre un cancer du côlon avancé, mais elle était incapable de venir à bout de la bactérie C difficile, même avec la vancomycine, un antibiotique très puissant. En désespoir de cause, elle se tourne vers une pratique méconnue, la transplantation fécale, aussi connue sous le nom de greffe de sel. Quand je disais ça aux gens, une greffe de sel, c'est quoi ça? Oui, c'est vraiment une greffe de sel. Alors tout le monde, même les médecins à qui j'en parlais, ceux qui me suivaient, tout le monde était estomaqué, ils pouvaient pas croire une greffe de sel. Oui, c'est vraiment ça. Vous avez bien entendu, on m'implante les selles de quelqu'un qui est sain. C'est ma fille qui m'a fourni ces selles. Je suis partie avec mon petit paquet à l'hôpital de Sherbrooke le matin. Et le docteur Voliquette m'a reçu, il a fait la préparation. Et du jour au lendemain, je n'ai plus jamais eu de C difficile. C'est miraculeux. Ça a changé ma vie. Louis Valiquette est infectiologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. C'est lui qui a soigné Micheline Proulx. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des selles normales avec toute la variété des bonnes bactéries puis les interactions puis qui sont déjà dans cette flore-là. Puis on remplace ou on essaye de remplacer partiellement ou totalement la flore malade du patient par cette nouvelle flore et cette espèce d'écosystème équilibré finalement par justement lavement, par colonoscopie ou même par tube nasogastrique, c'est faisable aussi. Les résultats sont stupéfiants. Le taux de succès de Louis Valiquette est de 90%. D'ailleurs, les chiffres sont les mêmes partout où se pratique la transplantation fécale. Pour l'instant, Santé Canada stipule que les selles doivent provenir d'un donneur connu du patient ou du médecin et qu'elles soient analysées pour éviter la présence de pathogènes. Bien, les risques, il faut toujours que je les présente aux patients. C'est sûr qu'il y a un risque de transmettre des infections qui seraient inconnues ou il y a un risque que le dépistage n'ait pas identifié certains pathogènes. Cette procédure intéresse de plus en plus de chercheurs, en particulier ceux qui travaillent sur l'obésité et son proche cousin, le diabète de type 2. À l'honneur, les souris axéniques, sans microbiote. Ce qu'elles révèlent est fascinant. En utilisant par exemple des souris axéniques et qu'on transfère le microbiote de souris obèses à des souris axéniques, elles développent une obésité. Si ces souris, on les met en présence d'un microbiote de souris mince, eh bien il a été démontré qu'elles pouvaient résister partiellement au développement de l'obésité. Comme si le transfert de certaines bactéries provenant du microbiote de souris mince arrivait à contrecarrer les effets délétères du microbiote des souris obèses. Encore faut-il identifier ces bactéries. Patrice Cagny en a trouvé une sur laquelle il fonde beaucoup d'espoir pour la régulation du poids, la bactérie Akkermansia muciniphylla. Cultivée en laboratoire, Akkermansia est donnée aux souris par voie orale. On a donc administré Akkermansia à des animaux recevant un régime riche en graisse et on a vu qu'ils perdaient du poids. On a pu aussi observer que chez les sujets obèses et diabétiques de type 2, il y avait moins d'Akkermansia dans leur intestin.
montrant une relation, ou en tous les cas une association, entre moins d'Akkermansia dans l'intestin, plus de poids corporel ou de diabète de type 2. Chose certaine, la présence en grande quantité d'Akkermansia mucinifila dans l'intestin semble un gage de santé. Mais comment en encourager la multiplication? La réponse pourrait passer par la canneberge. On pense qu'elle peut jouer le rôle de prébiotique, c'est-à-dire un aliment qui encourage la multiplication des bonnes bactéries comme Akkermansia. De surcroît, la canneberge est riche en polyphénols, les fameux antioxydants. Donc, on a testé l'hypothèse que les polyphénols de canneberge pourraient avoir un impact sur le microbiote. Et on a choisi comme modèle animal une souris qui est nourrie avec un régime riche en lipides et en sucre pour mimer un peu l'effet fast-food. Tu as donné l'extrait de canneberge à tes souris? Exactement. Donc, souris qui a eu le traitement de l'extrait de canneberge depuis 8 semaines. Donc, malgré le régime riche en gras et en sucre, on voit que cette souris est en bonne santé. Oui. N'est pas obèse. Même régime alimentaire, riche en gras et en sucrose. Elle n'a pas reçu le supplément. Elle n'a pas reçu le supplément. Elle n'a pas reçu. Donc, sans le supplément, elle a pris beaucoup de poids. Il n'y a pas que la canneberge. C'est la même chose avec l'ensemble des petits fruits, fraises, bleuets, framboises, cassis. Ils contiennent tous des polyphénols. Si les polyphénols sont bons pour la santé, les recherches d'André Marette montrent aussi qu'il faut peu de choses et peu de temps pour faire une différence dans le ventre. On sait maintenant que le microbiote intestinal réagit à des changements de l'alimentation en seulement quelques jours. Pour moi, c'est indéniable qu'une bonne nutrition, mieux gérer son approche nutritionnelle, son approche vis-à-vis des aliments, va faire que le microbiote va s'améliorer. Et par contre, l'inverse est vrai. Si on fait un traitement pour améliorer le microbiote, mais qu'on vient à nos mauvaises habitudes alimentaires, le microbiote, évidemment, va retrouver je dirais un profil pas nécessairement très santé. Et à ce moment-là, les conséquences vont revenir. Autre façon d'aider le microbiote, l'utilisation des probiotiques, des micro-organismes vivants comme certaines souches de la bactérie Lactobacillus casei que l'on trouve dans les yogourts. Mais tous les probiotiques ne sont pas égaux en qualité, malgré ce qu'en dit la publicité. Il faut effectivement bien reconnaître le fait que tous les produits qui sont dans nos rayons de supermarché ne sont pas tous, mais loin s'en faut, documentés par des travaux scientifiques. Certains produits, donc certaines souches de probiotiques, sont très bien documentés au niveau scientifique, et puis d'autres produits apparaissent sur le marché sans nécessairement avoir une documentation scientifique robuste et essayent peut-être de profiter du fait que les probiotiques ont une reconnaissance globale et que le consommateur n'a pas cette vision fine sur finalement la documentation scientifique qui permet d'étayer les effets santé. Bien qu'utiles, les probiotiques ne sont pas une panacée et ne remplaceront jamais les bonnes habitudes alimentaires. C'est encore plus fondamental chez les aînés. Là-dessus, les nouvelles recherches sont sans équivoque. On a pu voir qu'à travers le grand âge, il y a une détérioration de la physiologie qui peut conduire à une fragilité de la personne âgée, et on a pu identifier un lien avec le microbiote intestinal. Donc ce que l'on sait de la personne âgée, c'est que de nombreuses composantes finalement vont changer avec le grand âge, notamment l'acidité intestinale, qui est une protection contre les bactéries de l'environnement, et puis aussi surtout le système immunitaire. Ces différences sont encore plus marquées entre les personnes âgées qui demeurent chez elles et celles qui vivent en institution. On a montré qu'il y avait une différence majeure entre ces contextes-là finalement. Le microbiote est plus diversifié, plus proche de celui du jeune adulte, dans le cas des personnes âgées qui vivent chez elles et qui sont autonomes, alors qu'on a une perte de diversité du microbiote intestinal chez les personnes âgées qui sont institutionnalisées, qui probablement vont recevoir une alimentation un petit peu plus standardisée, un petit peu moins diverse.
peut-être moins riche en fibres également. Depuis 10 ans, les résultats s'accumulent. De la naissance à la mort, un microbiote en santé est essentiel à notre bien-être, tant physique que mental. En fait, qui mène vraiment? Nous ou notre microbiote? Faut-il maintenant nous considérer comme une créature hybride, mi-humaine, mi-bactérienne? Nous faut-il comprendre et respecter cette dualité pour vivre bien et vieux?